Un avion de la Luftwaffe vole vers New York. Sa mission? Exécuter le plan secret d'Hitler visant à détruire la ville et transformer l'horizon new-yorkais en enfer. Cela aurait pu se passer un 11 septembre, un demi-siècle avant que cette date ne reste à jamais gravée dans notre mémoire collective. Nous allons vous révéler, pour la première fois, les plans d'attaque des États-Unis secrètement pensés par Hitler. Il avait une grande habilité à rêver. Il rêvait de beaucoup de choses. L'idée était de faire autant de dégâts que possible afin de faire fléchir l'ennemi. Les ingénieurs nazis ont travaillé d'arrache-pied pour développer des armes de destruction massive innovantes. Est-ce que concevoir des armes fait de vous une mauvaise personne? Nous allons tout vous dévoiler. Ils auraient facilement trouvé des volontaires pour effectuer cette mission suicide. On voulait voler sur n'importe quelle mission. Mais on espérait tout de même pouvoir en revenir. On espérait vraiment. Hitler a rêvé d'utiliser des attaques suicides afin de mettre la superpuissance américaine à genoux. L'idée était de répandre la terreur. Les pilotes étaient prêts à donner leur vie si ça impliquait de tuer autant de personnes que possible sur une cible précise. Il rêvait que toute la ville explose dans une boule de feu géante. En 1937, Hitler est au pouvoir depuis 4 ans. Et la future guerre mondiale se profile déjà. Hitler est en contact très étroit avec ses forces aériennes, car elles devront jouer un rôle déterminant dans sa conquête du monde. Les contrats d'armement se chiffrent alors en millions. Le 23 novembre 1937, à Augsbourg, Hitler visite les usines du fabricant d'avions Messerschmitt. Willy Messerschmitt est un fameux ingénieur en aéronautique du Troisième Reich, et il comprend rapidement les envies du Führer. De plus, celui qui sera susceptible d'offrir les armes dont Hitler a besoin pour mener sa guerre dominera le secteur de l'armement. À la fin de la visite, Messerschmitt amène Hitler dans un hangar pour lui montrer la maquette du bombardier de l'Amérique. Hitler est impressionné. Messerschmitt lui explique que cet avion pourrait être utilisé afin d'attaquer les États-Unis. Hitler n'était pas un ingénieur en aéronautique et ne comprenait pas vraiment la technologie. On ne pouvait pas le convaincre avec des calculs, des statistiques ou des mots. Mais lui montrer visuellement un engin réel ou une maquette et lui en expliquer les capacités était la meilleure manière de le motiver à commander et acheter un appareil. La perspective de détenir un bombardier longue portée mène Hitler à une mauvaise analyse, car à partir de ce moment, il pensera pouvoir attaquer les États-Unis. Mais il est encore trop tôt pour partir à l'assaut de la plus grande puissance mondiale. Alors Hitler s'évertue à assurer aux Américains qu'ils n'ont rien à craindre de la part du Reich et à continuer de faire croire qu'il voulait la paix. Und hier erkläre ich feierlich, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. La parole d'Hitler n'était pas vraiment considérée comme fiable. Bien évidemment, il a continué d'assurer à Roosevelt que jamais il n'envahirait ou attaquerait l'Amérique. Mais personne n'y a cru, je pense. Ces déclarations n'avaient aucune valeur. La Maison-Blanche prend au sérieux l'éventualité d'attaques allemandes. Le haut commandement américain imagine même le pire des scénarios. Un ballon dirigeable transporterait des chasseurs allemands dont la mission serait de bombarder New York.
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et l'Angleterre lui déclarent ensuite la guerre. Les matières premières nécessaires aux deux puissances alliées sont acheminées par bateau depuis les États-Unis. Les voies maritimes deviennent le théâtre d'une guerre sans merci. Les navires anglais sont torpillés par les sous-marins allemands. Hitler interdit formellement à sa flotte l'attaque des navires américains. En aucun cas, il ne souhaite provoquer les États-Unis, car l'Allemagne n'est pas encore prête à défier la superpuissance américaine. Pendant ce temps, les industriels allemands se livrent bataille pour obtenir les contrats d'armement. Leurs ingénieurs ont carte blanche pour développer les armes qui serviront aux futures batailles, dont celles qui se dérouleront de l'autre côté de l'Atlantique. Dans les bureaux de Messerschmitt, le 20 décembre 1940. Willy Messerschmitt demande à ses ingénieurs de concevoir un avion parfaitement fonctionnel basé sur la maquette du bombardier de l'Amérique. Messerschmitt va tout miser sur cet appareil. Il sait que pour battre la concurrence dans l'obtention de contrats d'armement, il doit livrer à Hitler le bombardier dont il rêve, celui qui lui permettra d'attaquer les États-Unis. Le problème est qu'aucun avion n'est encore parvenu à traverser l'Atlantique et revenir sans refaire le plein de carburant. À cette époque, même les Américains ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour faire voler leurs avions depuis les États-Unis jusqu'à l'Angleterre. Leurs appareils faisaient escale à Terre-Neuve, puis ensuite redécollaient pour l'Angleterre. Donc les chances allemandes de construire un avion à long rayon d'action qui traverserait l'Atlantique sans escale semblaient très minces. Idéalement, l'appareil devait pouvoir parcourir 11 000 km avec un chargement de 3 tonnes. Aucun autre avion n'offrait une telle autonomie à l'époque, mais le Messerschmitt Me-264 était assez proche du but. En attendant, Hitler et Göring recherchent des alternatives à l'envoi direct d'avions jusqu'aux États-Unis. Ils planifient de conquérir l'Islande, qui servirait d'escale dans l'Atlantique. Les bombardiers allemands pourraient y décoller pour voler ensuite vers les États-Unis. Ça aurait permis aux avions de faire une escale entre l'Europe et les États-Unis. Si ma géographie est encore bonne, avec une base logistique en Islande, le trajet serait écourté d'un tiers environ. Si vous aviez une base, là-bas, vous pouviez atterrir, faire le plein, la maintenance, exactement le même fonctionnement qu'un porte-avions en quelque sorte. En situation de guerre, toutes les hypothèses doivent être considérées, et ce projet d'invasion était très logique. Mais viennent ensuite les problèmes de priorité. Avait-il les moyens, les possibilités, l'équipement, le personnel, les ressources pour accomplir le projet en question? Et est-ce que finalement ces ressources ne seraient pas plus utiles ailleurs? Hitler demande au commandant en chef de la marine allemande, l'amiral Raeder, de concevoir un plan pour la conquête de l'Islande, dont le nom de code sera Opération Icarus. Le renseignement américain n'a jamais rien su de cette opération. Mais Roosevelt, ayant déjà décelé la cible potentielle que pouvait représenter l'Islande pour les nazis, prend Hitler de vitesse en stationnant des troupes américaines sur l'île. C'était une opportunité que les Américains ne pouvaient pas concéder aux Allemands. Ils ne connaissaient pas leur plan, mais selon toute logique, en temps de guerre, toutes les possibilités doivent être prises en compte et étudiées pour ensuite empêcher l'ennemi de les exploiter. La guerre des stratèges militaires et des services secrets est déjà en cours quand Roosevelt se présente devant le Congrès américain pour tenter d'obtenir la majorité politique qui lui permettra de déclarer la guerre à l'Allemagne. Les citoyens américains sont partagés entre opposants et partisans. Une curieuse manifestation eut lieu au Madison Square Garden de New York.
Nombre d'Allemands vivant aux États-Unis étaient pro-nazis et souhaitaient naturellement que l'Allemagne remporte la guerre. Dans la 86e rue, un cinéma a diffusé un film pendant plusieurs semaines sur la victoire allemande contre les Français. Son titre était Sieg im Westen, victoire dans l'Ouest, si je me souviens bien. Et il y a eu de nombreuses manifestations pro-allemandes à Yorkville, qui était un peu le quartier allemand de New York. Et les Irlandais, qui étaient forcément anti-anglais, se sont joints à ces manifestations. C'était donc une grande partie de la population américaine qui ne souhaitait pas une intervention dans le conflit. Implanté aux États-Unis, le Deutsche Amerikanische Bund était une extension américaine du parti nazi. Pour le FBI, les membres de ce groupe, pour la plupart des descendants d'Allemands, sont considérés comme des agents potentiels d'Hitler et, de par le fait, une menace à la sécurité intérieure américaine. Le FBI parvient à infiltrer un réseau d'espions en utilisant une caméra cachée. Ce sera la fameuse affaire Duquesne. Des agents allemands ont été filmés en train de s'échanger des documents secrets et le film sera très vite dévoilé au peuple américain. Walking into this trap is Colonel Fritz Duquesne, a leader of the spy ring and a professional German spy. He is removing diagrams of the M1 rifle, an airborne tank, a PT boat, and a late model plane which he had concealed in his sock. The important-looking man is Hotwood Kleiss, who worked for the United States line as a cook. In these pictures, Kleiss has brought to Sawyer the blueprints of the steamship America, showing the plans of her secret gun emplacements. Mais tous les espions allemands n'ont pas été démasqués et certains sont partis en reconnaissance afin de localiser des cibles potentielles sur le territoire américain. Des cartes spécifiant les usines américaines à bombarder en priorité sont dessinées. Le but de ces bombardements serait de ralentir la production d'armes états-uniennes. Muni de ces plans, le ministère de l'Air du Reich donne son accord pour la construction du bombardier de l'Amérique. Messerschmitt a atteint son objectif. Il a 30 appareils à livrer en un an. Washington, le 11 septembre 1941. La Maison-Blanche ne sait rien du bombardier de l'Amérique d'Hitler. Roosevelt annonce toutefois qu'un danger d'attaque sur le sol américain existe bel et bien. The discovery was made of secret air landing fields in Colombia, within easy range of the Panama Canal. La Colombie n'est pas très éloignée des États-Unis, certes. Il y avait peut-être des plans, mais rien de bien établi. Et je ne crois pas que Roosevelt pensait sérieusement que ce prétexte suffirait pour entrer en guerre. L'éventualité d'une attaque aérienne sur le sol américain depuis la Colombie, je dis bien l'éventualité, n'était pas suffisante pour déclencher les hostilités. Mais je reste persuadé que Roosevelt recherchait le casus belli. Dans sa recherche de prétexte pour entrer en guerre, Roosevelt essaie d'impressionner l'opinion publique en lui exposant la menace que représente Hitler. Conspiracy has followed conspiracy. His intrigues, his plots, his machinations, his sabotage in this new world are all known to the government of the United States. La paranoïa est une maladie qui se développe très rapidement en de telles circonstances. L'atmosphère délétère de l'époque s'y prêtait. La paranoïa grandissante conduit même Washington à ordonner à ses ambassades d'Amérique du Sud le listage des immigrants allemands résidant sur ces territoires. Plusieurs milliers d'entre eux sont directement livrés au FBI par les gouvernements sud-américains pour être ensuite incarcérés aux États-Unis.
Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. L'attaque aérienne japonaise de la plus importante base navale américaine du Pacifique tue plus de 2000 militaires. C'est la première fois que les États-Unis subissent une attaque sur leur propre territoire. Une expérience traumatisante qui va rapidement faire basculer l'opinion publique américaine. D'un jour à l'autre, suite à l'attaque de Pearl Harbor, les Américains ont compris que la guerre était inévitable. N'oubliez pas qu'avant cette attaque, la population était très partagée. Mais à la minute où les Japonais ont attaqué, les opposants à la guerre n'avaient plus aucun argument en leur faveur. La décision d'entrer dans le conflit était légitime. Suite aux attaques japonaises, Hitler décide de déclarer la guerre aux États-Unis. Une déclaration que personne à Washington n'avait vu venir. Il avait assez d'ennemis, il avait assez de problèmes à résoudre en Europe. Cette décision de la part d'Hitler était très surprenante, surtout pour les Américains. Hitler a dû penser, en voyant l'arsenal de guerre japonais, que les États-Unis seraient trop occupés à les combattre pour se permettre d'envoyer des troupes en Europe. Il était clair que pour chaque Allemand, que les Américains seraient difficiles à battre. Mais l'enthousiasme restait de mise. Puis, par rapport aux Russes, les Américains ne faisaient pas plus peur que ça. Hitler peut enfin déclarer sa haine de l'Amérique. Devant le Reichstag, le Parlement allemand, il va décrire le président américain comme un juif belliqueux. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht selbst nicht begreifen. Dann spricht es nur für seine geistige Beschränktheit. Wir aber wissen, dass dies das Ziel seines ganzen Kampfes ist. Auch wenn wir nicht im Bündnis mit Japan stünden, werden wir uns darüber im Klaren, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Le nouvel ennemi est américain. Hitler demande à Goebbels de débuter une campagne de propagande offensive contre les États-Unis. Un simple message sera martelé à la population allemande. Les États-Unis d'Amérique sont une nation inculte, judéisée et exclusivement dirigée par l'avidité monétaire. Die Börse ist der Tummelplatz seiner Leidenschaft, der Sucht nach Geld und Macht. Hier wird der Fleiß Millionen rechtschaffener Arbeiter in mühelosen Gewinn umgesetzt. Das ist die Welt, für die Sie kämpfen und die Sie auch in Deutschland wieder einführen wollen. Ausgespien aus den Ghettos des Ostens erschienen Sie als Diebe und Hehler in der Metropole der USA. Kaftan und Pajeslocken sind abgelegt. So getarnt kann er jetzt seine schmutzigen Finger in alle üblen Geschäfte stecken. Der eigene Laden ist schnell zusammengegaunert. Les nazis ont déclaré que les Juifs dirigeaient les États-Unis, qu'ils dirigeaient les banques, qu'ils dirigeaient la politique américaine et que Roosevelt était juif également. En réponse à la propagande allemande, la commission anti-propagande de Roosevelt réalise son propre film. Tourné pour le public américain, il présente une vision claire des plans de domination du monde Hitler. Conquer Eastern Europe, and you dominate the heartland. Conquer the heartland, and you dominate the world island. Conquer the world island, and you dominate the world. D'après la propagande américaine, les bébés sont produits avec l'efficacité et la rapidité d'une chaîne de production dans les camps de fertilité ariens. Of course, the children from this assembly line belong to the state to be scientifically trained for conquest. L'objectif d'Hitler, toujours d'après ce film, est de bâtir la future armée du Reich de plus en plus tôt. Every day in all German classrooms,
Les membres de la communauté allemande installée aux États-Unis représentent une menace potentielle pour Washington. Roosevelt décide de mettre ses 3000 ressortissants sous surveillance. Ils sont envoyés dans des camps d'internement spécialement construits pour l'occasion au Texas et en Floride. Si vous ne vous présentiez pas volontairement, vous étiez arrêté et envoyé là-bas. Ce n'étaient pas des camps de concentration, mais des camps d'internement destinés à vous isoler de la population, vous surveiller et s'assurer que vous ne vous impliqueriez pas dans une quelconque opération de déstabilisation du pays. On vous considérait comme un ennemi même si vous étiez innocent. Les Allemands ne sont pas les seuls à être internés. Les membres de la communauté japonaise le sont également. Ces personnes ont passé l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale derrière des grillages dans un monde parallèle. Le gouvernement américain est satisfait de ces mesures de sécurité. Les éléments susceptibles de déstabiliser la population étaient éloignés. Il n'y avait plus personne pour manifester en faveur d'Hitler dans la 86e rue de New York, par exemple. Et ça a probablement contribué au climat de paix et de bien-être du pays. Alors que les Américains se concentrent sur la résolution de leurs problèmes de sécurité intérieure, les nazis n'ont toujours pas d'avion avec lequel attaquer les États-Unis. Göring commence à faire pression sur Willy Messerschmitt pour qu'il livre enfin le bombardier de l'Amérique que le régime attend avec impatience. Mais Messerschmitt dut admettre qu'il avait été un peu trop optimiste. Ce n'est pas qu'il avait parlé trop vite, loin de là. Et puis de toute manière, si ça avait été le cas, le ministère de l'Air n'aurait pas validé ni confié le projet à Messerschmitt. Le ministère a fait l'erreur de se baser sur les prévisions les plus optimistes. Et il ne faut pas oublier non plus que les usines Messerschmitt tournaient à plein régime, car elles fournissaient de nombreux appareils à la Luftwaffe. Messerschmitt ne peut, pour l'instant, tenir sa promesse de livrer un avion longue portée capable de voler jusqu'aux États-Unis puis d'en revenir. Effrayé à l'idée de perdre cet énorme contrat, il présente une solution de secours au ministère de l'Air du Reich. Le ravitaillement du bombardier en plein vol grâce à un autre appareil. Alors que les ingénieurs de Messerschmitt sont occupés à perfectionner une technologie encore non testée, les chaînes de production américaines commencent à produire les bombardiers qui partiront en guerre contre l'Allemagne nazie. Les Américains ont un avantage considérable. En effet, ils n'ont pas besoin de traverser d'une traite l'Atlantique. Ils pouvaient faire escale en Angleterre, puis s'envoler pour l'Allemagne ensuite. Cette nouvelle menace aérienne ne laisse pas le choix à Hitler. Il doit trouver un moyen de saboter la production aéronautique américaine. Bretagne, le 27 mai 1942. Un sous-marin allemand part de la côte atlantique française et se dirige vers les États-Unis. À son bord, une troupe d'agents allemands envoyés pour accomplir des missions de sabotage sur le sol américain. Le nom de code de l'opération est Pastorius. Le 13 juin, le sous-marin atteint Long Island. À l'aube, les agents allemands, équipés de plusieurs kilos d'explosifs, débarquent sur le rivage. Un garde-côte américain patrouillant alors sur la plage repère les Allemands. Il le menace, puis lui propose $260 pour oublier tout ce qu'il vient de voir. Les agents arrivent à la station ferroviaire la plus proche. Déguisés en Monsieur Tout-le-Monde, ils prennent le train qui va les mener au centre de New York. Quatre personnes disposant de charges explosives assez réduites et ridicules au final, n'ayant pas accès aux sites industriels importants, n'allaient pas faire beaucoup de dégâts. Je pense que les Allemands voulaient surtout frapper au niveau psychologique et montrer de quoi ils étaient capables. Parce que ce n'est pas avec ces 4 hommes qu'ils allaient ralentir l'effort de guerre américain. Le garde-côte prévient le FBI qu'un commando d'agents nazis est entré sur le territoire. Le groupe se trouve sûrement à New York. Le FBI lance alors la plus grande chasse à l'homme de l'histoire américaine, qui n'aura aucun résultat. Les agents prennent des chambres dans un hôtel luxueux. Une fois installés, leur chef, John Dash,
décide de se rendre aux autorités et de révéler l'intégralité de l'opération au FBI. Les autres agents sont immédiatement arrêtés. Dash informe également le FBI de l'imminente arrivée d'autres commandos de sabotage. Digging for sabotage material buried by Nazi agents landed from a U-boat on the coast of Florida, and the boxes are found by the FBI. 4 saboteurs came ashore here, while 4 others were secretly landed on Long Island. The boxes contain material investigated by the FBI. TNT for sabotage explosions. Cette opération n'a servi à rien et n'a pas eu vraiment l'effet escompté. C'était un coup d'épée dans l'eau. Les agents envoyés n'étaient pas vraiment compétents et pas particulièrement entraînés. Ce n'étaient pas des professionnels. Ils ne savaient pas non plus exactement ce qu'ils devaient faire. Il a été établi qu'ils avaient des contacts sur place et ces contacts ont également souffert de leur propre manque d'expérience, ce qui a mené à leur rapide arrestation. Le patron du FBI, Hoover, profite de l'occasion pour rappeler au peuple américain qu'il doit rester vigilant. Other saboteurs may try to come to our shores. They must be stopped. We ask every citizen to immediately report any information regarding espionage, sabotage, or un-American activities to the Federal Bureau of Investigation. Hoover était le héros. C'est lui qui les avait trouvés. Peu importe si en fait, l'agent nazi s'est rendu de lui-même et a donné tous les détails. Il voulait les lauriers et il les a eus. Mais il est un détail qu'Hoover s'est gardé de mentionner au public. Les agents nazis avaient une seconde mission. Procéder à des actes terroristes en plein cœur de New York afin de choquer l'opinion publique américaine. Si une bombe explosait en plein grand magasin, ou alors en pleine gare centrale, cela aurait clairement effrayé la population et mené à l'hystérie collective. Les agents terroristes d'Hitler reçoivent des sentences exemplaires afin de dissuader de futures actions similaires. Tous ont été condamnés à mort, à l'exception de John Dash et un autre déserteur. Aérodrome d'Augsbourg, le 23 décembre 1942. Le jour est enfin arrivé. 6 mois après la date de livraison prévue, le bombardier de l'Amérique de Messerschmitt est prêt pour son vol inaugural. Le pilote Karl Bohr dirige ce monstre dans les airs et le vol de test est un succès. Mais le fuselage de l'appareil, dont la légèreté garantit la possibilité d'un vol longue distance jusqu'aux États-Unis, semble présenter quelques problèmes. Un des principes de base de Messerschmitt était de construire les appareils les plus légers qui soient et n'en renforcer que les parties susceptibles d'être les plus vulnérables. Les appareils de Messerschmitt ont toujours été très légers, parfois trop, et cela posait problème sur les appareils de plus grande taille, tels que le 264. Son fuselage était trop fin, ce qui le rendait très vulnérable. Les moteurs n'étaient pas adaptés. Et de plus, d'autres systèmes ne fonctionnaient pas correctement du fait de la grande légèreté de sa structure. Quelques modifications étaient encore nécessaires. Les autorités du ministère de l'Air du Reich commencent à mettre en doute les capacités de Messerschmitt. Göring décide de trouver d'autres moyens de bombarder les États-Unis. Au cours d'une réunion secrète, le 15 mars 1943, les experts en aéronautique du Troisième Reich discutent de nouvelles manières d'attaquer les États-Unis. Victor von Lossberg, jeune colonel, suggère une opération extraordinaire. Il déclare vouloir partir en mission secrète et lâcher 8 tonnes de bombes au-dessus de New York. Ils avaient envisagé d'accomplir cette mission avec un hydravion. Blom et Voss avaient construit le 222. Et je pense que cet appareil était déjà capable de parcourir une très longue distance chargée. Et de plus, il pouvait décoller et atterrir dans presque n'importe quelle condition. Il était parfaitement concevable qu'il puisse voler et parcourir 1000 km avec un chargement plein.
L'idée étudiée était donc qu'un sous-marin l'attendrait à 1000 km des côtes américaines avec toute la logistique, c'est-à-dire le carburant et les bombes. L'hydravion parcourrait ensuite les 1000 derniers kilomètres, attaquerait sa cible, disons New York, et retrouverait ensuite le sous-marin pour faire le plein de carburant nécessaire à son retour en Allemagne. Les généraux sont enthousiasmés par le plan de Lousberg, surtout après qu'il ait déclaré que son objectif impliquait de frapper des cibles symboliques, dont les quartiers juifs. Les nazis pensaient de manière assez particulière. Ils étaient autant intéressés par la propagande engendrée par une opération que par son efficacité. Une telle attaque aurait mené la population américaine à ne plus avoir confiance en son gouvernement. Il aurait été avéré qu'il était incapable d'assurer sa protection. Un peu comme pour les attaques du 11 septembre 2001. La population américaine en est arrivée à mettre en doute la capacité du gouvernement à la protéger. Il se serait passé exactement la même chose à l'époque. Le plan d'attaque de Lousberg est approuvé. Mais du fait des mauvaises conditions météorologiques, la mission est repoussée à l'été 1944. À cette date, les États-Unis auront déjà réussi à éloigner les sous-marins allemands des côtes américaines. Le plan de Lousberg ne sera jamais mis en œuvre. Alors que le bombardement des États-Unis n'est qu'un lointain rêve pour la Luftwaffe, les bombardiers américains, eux, ont pris possession de l'espace aérien allemand. Ils pilonnent les villes et les zones industrielles sans relâche. Hitler est furieux et accuse Göring d'incompétence. Il demande alors à son ministre de l'Armement, Albert Speer, d'élaborer un plan d'attaque du territoire américain. Le 7 juillet 1943, au quartier général d'Hitler, le Volksschanze, Albert Speer présente deux concepteurs de missiles à Hitler. Ils se nomment Werner von Braun et Walter Dornberger. Les deux hommes projettent un film à Hitler qui va radicalement changer ses plans concernant les États-Unis. Le film montre le lancement d'un missile qui sera plus tard baptisé V2. C'est ce même missile qui servira à bombarder l'Angleterre plus tard, en 1944. Hitler est impressionné par le document. Grâce aux idées visionnaires de Dornberger et von Braun, il lui sera bientôt possible de lancer une attaque sur le territoire américain. Fasciné par les possibilités exposées par les deux ingénieurs, Hitler fait de la recherche et du développement sur ce missile une priorité. Dornberger et von Braun ont atteint leur objectif. Dans leur centre de recherche basé sur l'île de Peenemünde, ils commencent à développer le A-10, un missile intercontinental conçu pour atteindre les États-Unis. Mais les services secrets américains ont vent du projet. Le fait que les nazis parviennent à fabriquer un missile capable d'accomplir le trajet depuis l'Allemagne jusqu'aux États-Unis était plausible. Alors au moment où les Américains ont été informés que les Allemands travaillaient sur un tel projet, ils ont rapidement localisé le site de construction et la base de lancement. Puis, ont rasé le site. Le 18 août 1943, les bombes pleuvent sur le centre de recherche de Peenemünde. Hitler décide de confier la responsabilité de mener à bien le projet du missile secret au chef des SS, Heinrich Himmler. Pour ce faire, la construction d'une usine d'armement souterraine, longue de plusieurs kilomètres, est nécessaire. La structure serait ainsi protégée d'éventuels bombardements alliés. Dans la région verdoyante de Salzkammergut, en Autriche, et sous la direction des SS,
les travaux du plus grand site de construction du Troisième Reich débutent. Quand on a été envoyé à Ebensee pour travailler dans les carrières, on était 1 millier. Après 2 mois seulement, nous n'étions plus que 500. Les autres sont morts de froid, de faim et d'épuisement. Il faisait très froid. Soit il pleuvait, soit il neigeait. Himmler fait envoyer des milliers de travailleurs à Ebensee. L'activité sur le chantier est assurée 24 heures sur 24 dans des conditions inhumaines. Les travailleurs devant creuser des tunnels à flanc de montagne pour permettre la construction de l'usine d'armement souterraine. J'avais un ami qui s'appelait Nikolai. Il avait 17 ans. Et dès son premier jour de travail, un énorme rocher lui est tombé dessus et il en est mort. Ce genre d'événement se produisait très souvent, malheureusement. C'était hélas notre quotidien. Le général SS Hans Kammler dirige les travaux d'Ebensee d'une main de fer. La concrétisation des travaux débutés à Peenemünde dépend de milliers d'hommes forcés à travailler jusqu'à la mort. Il n'y a qu'ainsi que le monstrueux missile pourra voir le jour. Au bout d'un des tunnels se trouve la salle d'assemblage de 18 mètres de haut réservée à la construction du missile. Pire encore que le travail forcé dans les tunnels, il y a le camp de concentration où les travailleurs sont détenus. Ceux qui s'effondraient sous les terribles conditions de travail étaient systématiquement envoyés au soi-disant bloc hospitalier. Là, les SS leur permettaient de mourir de faim lentement. Quelques prisonniers ont tenté de s'échapper du camp de travail d'Ebensee. Ces tentatives furent durement réprimées. Je me souviens que 2 Russes ont essayé de s'échapper. Les gardes ont lâché les chiens, qui leur ont couru après, les ont rattrapés et déchiquetés. Les gardes ont ensuite fait ramener leurs corps à l'entrée du camp pour que tout le monde puisse les voir. C'était un exemple pour nous dissuader. Plus de 8000 travailleurs trouvent la mort à Ebensee en essayant de construire la structure nécessaire aux ingénieurs nazis. 7 kilomètres du tunnel sont terminés. Mais la situation militaire force l'abandon du projet. Les ordres viennent du ministère pour l'armement du Reich. Au lieu de servir à fabriquer des missiles intercontinentaux modernes, les usines souterraines serviront à la production de carburant synthétique. La raison de ce revirement est simple. Les Américains ont localisé la faiblesse de la machine de guerre hitlérienne, la production de carburant. Depuis mai 1944, les Alliés ciblent les raffineries allemandes sans relâche. Cette stratégie, élaborée par les services secrets américains, mettra un terme à la guerre. Les services de renseignement se basent sur plusieurs éléments. Tout d'abord sur les sources quotidiennes, telles que les journaux et la radio, puis sur les informations provenant de sources diplomatiques, et enfin sur celles provenant des agents de renseignement eux-mêmes. Le tout, mis ensemble, est étudié et analysé en permanence. Et au bout d'un moment, les Américains savaient ce dont les Allemands étaient capables industriellement parlant ou pas. Dans un document secret, le ministre pour l'armement du Reich, Albert Speer, prévient Hitler qu'il estime les pertes de la production de carburant allemand à 90%.
et Speer d'ajouter que la défaite militaire du Troisième Reich n'est plus qu'une question de mois. La pénurie de carburant est vite devenue évidente. Les avions de la Luftwaffe restent cloués au sol, ce qui permet aux Alliés d'attaquer les aérodromes allemands. Et c'est par pure coïncidence qu'ils détruisent le prototype du bombardier de l'Amérique, conçu par Messerschmitt sans même avoir eu vent du projet. Malgré les bombardements intensifs et l'approche de la défaite militaire, Speer rassemble les représentants du complexe militaro-industriel du Troisième Reich. Lors de cette conférence secrète, Hitler prononce un discours dans lequel il dépeint un florissant futur pour l'industrie de l'armement. Wenn dieser Krieg mit unserem Sieg entschieden ist, dann wird die Privatinitiative der deutschen Wirtschaft ihre größte Epoche erleben. Der Staat, der die Politik hier gestaltet und führt, ist verpflichtet, für die Wirtschaft machtmäßig das sicherzustellen, was sie benötigt, um auf längste Sicht unentwegt und stetig arbeiten zu können. Mein Streben muss immer dahin gehen, die tüchtigsten Köpfe herauszuschnüffeln und zu suchen. Und ich schnuppere dauernd herum und ich habe förmliche Agenten, die nur immer aufpassen. Wo ist ein Talent? Wo ist ein Genie? Die Menschen werden sofort geholt und die bekommen die Aufträge. Grâce à ce discours, Hitler veut encourager les ingénieurs et chercheurs à concevoir de nouvelles inventions et à créer de nouvelles armes radicales. À Bad Elsen, durant l'automne 1944. Un visiteur pas comme les autres pénètre dans le bureau des ingénieurs des usines Focke-Wulf. Le docteur Fritz Nallinger est responsable du département de recherche de Daimler-Benz. Suite à l'abandon du projet bombardier de l'Amérique de Messerschmitt, Nallinger sent qu'il va pouvoir frapper un grand coup. Il veut présenter à Hitler un nouveau bombardier de l'Amérique et offrir ainsi à Daimler-Benz la possibilité de dominer le complexe militaro-industriel du Troisième Reich. Pour ce faire, il a besoin de la collaboration du professeur Kurt Tank, ingénieur en chef des usines Focke-Wulf. La réputation de Tank est légendaire. Avant le début de la guerre, il a construit, en un temps record, un avion de passagers capable de traverser l'Atlantique, baptisé le Condor. Il se voit confier la mission de construire un nouveau bombardier pour Mercedes aussi vite que possible. Tank avait l'avantage d'être pilote. Il essayait les avions lui-même et se rendait compte directement des modifications apportées ou non sur l'appareil. Il utilisait sa propre expérience et il avait cet énorme avantage par rapport à d'autres ingénieurs. Et c'était un vrai génie, cela va sans dire. Il a conçu des appareils très avant-gardistes qui provenaient de son imagination et de sa compréhension du vol d'un avion. La priorité de Tank est de résoudre le problème de la distance. Comment construire un avion capable de voler jusqu'aux États-Unis et d'en revenir? À Bad Elsen, Nallinger et Tank trouvent une solution radicale. Et si l'avion ne revenait pas? Bien sûr, son idée était d'envoyer le Condor là-bas, larguer les bombes et ensuite, le pilote sauterait en parachute. Il avait au moins une chance de survie. C'était une perte d'équipement, mais le pilote était sauf. Mais un autre problème se pose. Le Condor est à l'époque déjà assez ancien et donc beaucoup trop lent pour faire face à la nouvelle génération de chasseurs américains. Le pilote allemand était sûr de voir son avion détruit bien avant d'atteindre les côtes américaines. Pour réussir cette attaque, les Allemands vont avoir besoin d'un bombardier plus rapide et Nallinger va fournir la solution. En effet, Daimler-Benz travaille sur des moteurs à réaction. Berlin, hiver 44. Les généraux et pilotes de la Luftwaffe se rassemblent pour débattre et discuter des dernières informations. Depuis quelque temps, des rumeurs d'actes héroïques se propagent comme une traînée de poudre. Certains pilotes auraient réussi à détruire des bombardiers américains grâce à une manœuvre fatale. L'attaque Taran.
Ils auraient jeté leurs avions de combat directement sur les bombardiers américains. Défiant la mort, ils auraient utilisé leurs hélices comme des scies circulaires pour endommager la queue des bombardiers et ces derniers seraient littéralement tombés du ciel. Ces récits héroïques ne sont que propagande. N'ayant pas le temps de sauter en parachute, ces pilotes allemands sont morts en s'écrasant au sol. De plus, la plupart des bombardiers alliés attaqués étaient encore capables de voler malgré le choc. La Luftwaffe voit ces récits d'attaque comme une preuve de l'héroïsme et du dévouement des pilotes allemands. Ces derniers sont prêts à se sacrifier pour le Reich. Lorsque Nalinger entend parler de ces agissements, il trouve enfin la solution au problème de distance rencontré par le bombardier de l'Amérique. Ministère de l'air du Troisième Reich, le 19 janvier 1945. Le responsable du département de recherche de Daimler-Benz, le docteur Fritz Nalinger, présente le projet de bombardier de l'Amérique aux dirigeants nazis. La solution pour attaquer l'Amérique, d'après Nalinger, est toute trouvée. L'idée est simple. Utiliser des avions cargo pour acheminer des chasseurs à proximité des zones ciblées. Les appareils sont ensuite largués afin d'accomplir leur mission indépendamment. Dès lors que Nalinger dévoile son projet d'avion cargo transporteur, les idées sous-entendues sont très claires. Des pilotes kamikazes largueront des bombes afin de détruire un maximum de cibles. C'était une manière de penser radicale et assez inhumaine. On ne peut pas planifier de tels projets. Je ne comprends même pas qu'il y ait eu des volontaires. Ça va contre tout sens de justice. L'idée était de répandre la terreur. Les pilotes étaient prêts à donner leur vie si ça impliquait de tuer autant de personnes que possible sur une cible précise. Le projet est approuvé. Nous sommes en janvier 1945, 4 mois avant la fin du conflit. Je pense qu'Hitler avait des rêves de gloire et d'autres de haine. Je le vois très bien en train d'imaginer New York sous les bombes, complètement dévastée et détruite, les gratte-ciels s'effondrant dans les rues. Il avait une grande habileté à rêver. Il rêvait de beaucoup de choses. Et je pense que ce rêve était un de ses grands rêves de haine. Nous pouvons lire dans le journal d'Albert Speer. Je me souviens que dans le quartier général du Reich, Hitler me montrait souvent des images de Londres sous les bombes, des nuages de feu au-dessus de Varsovie et autres villes ravagées. Je me souviens qu'il adorait visionner ces images. Et même si la fin de la guerre approchait à grands pas, il restait tout de même très déterminé. Dans son délire, il fantasmait sur la perspective de voir New York dévastée par les flammes. Il décrivait les gratte-ciels se transformant en gigantesques torches, la manière dont ils s'effondreraient et à quel point la ville en feu contrasterait avec l'obscurité de la nuit. Le bombardement des États-Unis n'a jamais eu lieu. Mais les pilotes pour la mission suicide ayant déjà été recrutés, et afin de contrer l'avancée de l'armée rouge, ordre leur a été donné de s'écraser sur les ponts de la rivière Oder. Une lettre groupée avait été laissée par ces hommes. La lettre d'adieu commence ainsi. Camarades, à 7h48 du matin, aujourd'hui, nous accomplirons notre destin. Nous nous sommes portés volontaires pour notre Führer, pour notre patrie, pour l'Allemagne. Salut à vous, camarades.
Et ils ont tous signé. La mort de ces pilotes n'apporta rien. En effet, un jour après s'être écrasés contre les ponts, l'armée rouge les avait reconstruits. Mais la carrière des ingénieurs d'Hitler continua bien après la fin de la guerre. Le professeur Willy Messerschmitt développa de nouveaux appareils pour l'armée allemande. Werner von Braun construisit la première fusée lunaire pour les États-Unis. Le professeur Kurt Tank partit en Argentine et dessina des avions à réaction pour Perón. Le docteur Fritz Nallinger a été élu au conseil d'administration de Daimler-Benz et reçut l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne en 1954.